Où va l'intelligence artificielle et comment va-t-elle transformer l'humanité dans les années et décennies à venir? Pour répondre à cette question existentielle, merci de réserver un accueil chaleureux à l'une des chercheurs les plus en pointe dans le monde, Nela Murray, directrice des recherches en intelligence artificielle de Meta en Europe, Afrique et Moyen-Orient. Rebonjour tout le monde, je m'appelle François Manin, je suis journaliste à La Tribune et du coup j'ai l'honneur d'accueillir aujourd'hui Nela Murray. Aujourd'hui on va vous parler du coup de l'avenir de l'IA, de où est-ce qu'on va, parce que c'est bien d'avoir ChatGPT ou Llama 3, mais il va falloir déjà penser à l'IA de demain. Pour faire rapidement quand même parler de Meta, parce que vous le connaissez sûrement pour Facebook, Instagram, WhatsApp, mais il faut savoir que depuis le milieu des années 2010, donc 2013, c'est une des entreprises incontournables dans le monde de l'IA. Ils ont créé des laboratoires qui s'appellent le laboratoire FAIR, qui font de la recherche ouverte, de la recherche fondamentale, donc même pas à but d'entreprise, vraiment de la science, et ils publient beaucoup. Et donc Nela, que j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui, est directrice de ces laboratoires pour la partie Europe. Nela, je vous laisse vous présenter peut-être un peu plus et vos équipes. Merci François, et c'est un grand plaisir d'être là. Oui, comme vous avez dit, moi je suis directrice en intelligence artificielle dans la recherche de ce domaine, plutôt basée en Europe. Et j'ai une équipe qui travaille sur des modèles, des nouveaux modèles qui peuvent faire plus de raisonnement. C'est vraiment le champ de recherche sur lequel on est focalisé. Et c'est plutôt basé en France, en fait, mon équipe. Alors, la bonne nouvelle, c'est que quand j'ai préparé cette interview avec Nela, elle m'a dit « on n'est qu'au début de l'histoire des LLM ». Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi on est qu'au début? Oui, moi je pense qu'on est vraiment au début de cette nouvelle génération de modèles fondamentaux qui peuvent travailler sur pas mal de champs de cas d'usage, de travail. Donc ça implique aussi les modèles de langage, mais ce n'est pas que des langages, c'est aussi des modèles multimodèles, des modèles qui peuvent comprendre et générer des images, des vidéos, qui peuvent écouter et comprendre ce qu'on écoute. Donc il y a vraiment des modèles qui peuvent travailler sur vraiment des cas d'utilisation assez différents. Et ça, je pense qu'on est qu'au début de ces types de modèles très avec aussi grand, c'est l'une des propriétés, mais aussi avec beaucoup de pouvoir. Ouais. Et c'est quoi aujourd'hui les plus grands verrous qu'ont ces modèles qu'on rencontre quand on est chercheur? Donc pour moi, à mon équipe, on focalise beaucoup sur les modèles qui peuvent comprendre le monde, qui peuvent avoir quelque chose qu'on appelle en anglais un world model, un modèle du monde, qui comprend très bien des principes sur lesquels le monde fonctionne. Et donc, c'est un peu différent que les modèles qu'on a aujourd'hui, qui utilisent vraiment des exemples, des milliers d'exemples, des millions, des milliards d'exemples, en fait, pour pouvoir comprendre des phénomènes spécifiques. Donc, si on veut avoir des modèles qui peuvent aller au-delà de ça, qui peuvent trouver les solutions, qui peuvent comprendre des phénomènes différents, nouveaux, donc ça, c'est quelque chose qui, je pense que les modèles d'aujourd'hui peuvent pas vraiment arriver à faire. Et donc c'est ça où je pense que c'est vraiment l'enjeu de demain. Et du coup, qu'est-ce que ça change dans la recette? Parce qu'actuellement, comme vous dites, on donne à un modèle plein d'exemples et on lui dit, voilà, il y a tous ces exemples, il apprend à partir de ces exemples. Et ces modèles du futur, comment est-ce qu'on va faire avec moins d'exemples? Oui, c'est une bonne question. C'est une question de recherche, honnêtement, et on ne sait pas nécessairement comment le faire, mais on a plusieurs hypothèses. Je pense que chez FAIR, à Meta, on est focalisé maintenant sur une hypothèse qui est basée sur ces modèles du monde qui peuvent raisonner des principes fondamentaux de le fonctionnement du monde. Donc, c'est un peu comme les êtres humains, si on est affronté à un nouveau problème, on essaye d'utiliser nos connaissances d'avant avec un peu en cherchant aussi des nouvelles informations un peu ciblées, non? Pour pouvoir dire, OK, il faut, par exemple, si on est en train de comprendre comment jouer un nouvel jeu, comme je veux comprendre comment jouer à chess, par exemple, à échecs. Donc moi, je vais peut-être regarder quelques jeux entre les gens, je vais essayer de jouer, OK, je vois, OK, j'ai perdu, OK, j'ai gagné. Et comme ça, je peux comprendre, je peux commencer à comprendre un peu comment ça fonctionne. Et ça, c'est avec un peu d'essayer des choses, aussi, qu'est-ce que c'est
qu'est-ce qu'il y a qui a eu de succès ou pas. Et comme ça, on peut commencer à apprendre. Et c'est ça où je pense que les modèles du futur devraient aller. Donc vous, concrètement, les modèles, vous leur apprenez à agir différemment, c'est ça? C'est d'autres architectures pour qu'ils aient une appréhension des exemples un peu différents, c'est ça? Oui, je pense que ça va être un mélange des deux. Il faut avoir de la connaissance d'avant, il faut générer et avoir des exemples aussi, ça c'est important. Mais aussi, il faut avoir la possibilité d'avoir des modèles qui peuvent générer et chercher les propres informations, les propres données pour pouvoir résoudre un problème nouvel. Et ces nouveaux modèles capables de raisonner, quel genre de choses ils vont pouvoir faire qu'on ne sait pas faire aujourd'hui avec ces très gros modèles? Donc, on parle beaucoup maintenant des systèmes d'argent, des agents qui peuvent, par exemple, utiliser les ordinateurs, les mobiles aussi, qui peuvent faire des types de tâches comme, par exemple, OK, si je veux faire un voyage et j'ai besoin de trouver un avion, de trouver un vol, de comprendre qu'est-ce qu'il faut, quels sont les horaires qui ont du sens, tout ça. C'est ça les types de choses qu'on fait maintenant et c'est un peu compliqué, c'est assez compliqué pour des modèles, pour les systèmes artificiels de faire. Mais dans le futur, dans le prochain futur, je dirais, je pense qu'il y aura des modèles qui peuvent faire ça. Et on peut aller, je pense, bien au-delà de ça aussi. Voilà, donc comme vous dites, il y a à côté même jusqu'à prendre la main sur l'appareil et prendre plusieurs décisions d'affilée. Dans les premiers modèles là, sur lesquels vous êtes en train de travailler, on est quel niveau de profondeur? Parce qu'on sait que derrière, il y a le fantasme de l'autonomie complète, mais on parle de quel niveau de profondeur de tâches? Je pense que ça va continuer à augmenter, améliorer les complexités. Je pense que dans les prochaines, peut-être dans les 10 mois qui suivent, on aura des modèles qui peuvent faire des types de tâches comme de cette manière. Mais on peut penser, on peut imaginer des tâches bien plus complexes que ça. Et ça, je pense que ça va prendre un peu plus de temps. Un des autres problèmes qu'on rencontre maintenant dans l'IA, et vous l'avez mentionné sur les très grands modèles qu'on fait, c'est qu'on a besoin de volumes de données de plus en plus gros, ça coûte de plus en plus cher à faire tourner. Comment vous voyez ce problème et comment est-ce que vous allez l'adresser? Oui, ça c'est un grand enjeu en fait. Et on a plusieurs pistes. Maintenant, on travaille beaucoup sur, encore une fois, des modèles du monde. Je pense que ces modèles, l'une des grandes positivités de ces types de modèles, c'est le fait qu'il y aura besoin de moins de données pour entraîner ces modèles. Donc ça, c'est une chose, d'avoir besoin de moins de données pour pouvoir faire les mêmes types de problèmes. Ça, c'est une chose. Une autre chose, c'est de faire ce qu'on appelle la distillation des modèles, en faisant en sorte qu'il y a des modèles assez grands et il faut d'abord entraîner ces grands modèles et après distiller cette connaissance dans un modèle plus petit. C'est une manière, c'est un champ de recherche sur lequel on focalise. Et là, c'est très, on a vu que ça fonctionne assez bien. Donc, juste au moins, quand on veut utiliser dans la vie quotidienne, on peut utiliser les modèles plus petits. D'accord. Et du coup, vous le faites déjà, alors je crois que ce n'est pas vos équipes, mais avec Llama 3, qui du coup est le très grand modèle de méta, qui est au niveau des meilleurs du secteur, vous avez déjà ces méthodes de distillation pour faire des petits modèles spécialisés en code, spécialisés. C'est un peu ce même principe-là que vous allez reproduire C'est un peu comme ça, oui. Mais c'est quelque chose qu'on utilise partout dans l'industrie, en fait, d'entraîner des modèles assez grands au début et après de faire fonctionner les mêmes types de capacité dans les modèles plus petits. En avant des modèles grands qui entraînent un peu les modèles plus petits. Ouais. Vous avez parlé en introduction un peu de ces modèles multimodaux, donc, qui, comme ChatGPT à la base, savait faire de l'écrit, Llama 2 savait faire de l'écrit. Depuis Llama 3, il gère aussi l'image et je crois le son. C'est quoi les plus gros enjeux, enfin, ce côté multi-usage, c'est quoi la grosse difficulté sur ces modèles-là? Difficulté, moi je dirais que maintenant on a utilisé plutôt des modèles qui peuvent comprendre l'information en third person, non? C'est un peu différent. La troisième personne, donc de l'extérieur, quoi. Exactement, depuis l'extérieur. Donc je pense que dans le futur, il va falloir des modèles qui peuvent comprendre le monde dès la perspective de quelqu'un en first person, comme ça. Et donc, par exemple, on a maintenant chez Meta, on est très enthousiaste sur des modèles
qui peuvent être basés sur les lunettes. Les lunettes connectées. Et comme ça, il va falloir des modèles qui peuvent voir la perception visuelle pour comprendre qu'est-ce qu'on voit et aussi pour écouter c'est quoi le son, c'est quoi les choses que les gens disent et de mélanger tout ces types d'informations pour comprendre le monde, pour comprendre le contexte et après ça pour agir d'une manière plus intelligente et pour nous aider d'une manière plus intelligente. C'est amusant que vous parliez du coup des lunettes. Alors Meta, voilà, si vous ne savez pas, fait des lunettes connectées. Alors c'est un très beau gadget avec vidéo, on prend des vidéos, des photos et on peut parler à son assistant d'IA. Ça va être un des enjeux aussi du futur d'embarquer ces modèles sur des interfaces toujours plus petites. Alors je crois que les lunettes pour l'instant sont encore appellent encore Internet, ils vont dans le cloud pour demander les modèles d'IA. Mais comment est-ce que vous travaillez aussi à cette miniaturisation des modèles, c'est-à-dire qu'à même niveau de performance, pouvoir les mettre sur des toujours plus petits. C'est un champ de recherche ça aussi chez vous? Oui, c'est un peu le même type de problème qu'on a déjà parlé avec les modèles plus petits qu'on entraîne avec des modèles plus grands. Donc oui, c'est quelque chose sur lequel on travaille beaucoup. Chez Meta, en fait, pas que chez FAIR, le labo de recherche. On travaille partout dans l'entreprise parce qu'on est vraiment intéressé d'avoir des modèles qui peuvent fonctionner sur les devices plus petits. Ouais. Ça paraît. Un des gros sujets qu'il y a en ce moment, c'est sur le scaling. Alors, si vous ne savez pas, dans l'IA, comme Naila l'a expliqué au début, on a dit, bah voilà, les modèles, on va leur donner de plus en plus d'exemples et ça va faire des performances de meilleur en meilleur et encore plus d'exemples et encore plus d'exemples et encore plus d'exemples. Et là, on se demande, il y a un débat dans le secteur sur est-ce qu'on peut faire toujours plus grand. Vous, j'ai l'impression que ce n'est pas une piste que vous observez. D'ailleurs, Llama 3, alors, encore une fois, qui est à côté, mais c'est un des plus petits des très très grands modèles. Qu'est-ce que vous pensez de ce débat sur le toujours plus grand? Est-ce que c'est une des directions nécessaires pour atteindre les objectifs qu'on a pour l'IA? Je pense que c'est difficile à dire. Honnêtement, le champ de recherche en IA, on est basé vraiment sur les expériences. Et c'est difficile de dire avant de faire les expériences. Donc, je ne peux pas dire qu'on ne peut pas arriver au point plus efficace et plus performant en passant à l'échelle. C'est une hypothèse et je pense qu'il faut continuer à investiguer. Mais nous, c'est vrai que chez FAIR, c'est le labo fondamental, parce qu'on sait déjà que ça peut fonctionner, que le scaling, ça fonctionne assez bien, nous, on pense, OK, quel est le futur? Parce qu'on est sûr qu'on va arriver enfin. C'est pas sûr, c'est quand le temps, mais on sait que ça va arriver. Et on pense, OK, à ce moment, qu'est-ce qu'on fait après? Et c'est là où on retombe sur les modèles plutôt de raisonnement, c'est ça? Une fois qu'on aura atteint cette limite-là, on va retomber sur ce modèle de raisonnement qui demande moins de données et du coup, on va pouvoir encore les pousser un peu plus loin. Oui, d'avoir moins de données ou d'avoir des données synthétiques. Qu'est-ce qu'on peut faire avec des données basées? Les données générées par les autres modèles, par exemple, qu'est-ce que ça peut fonctionner? Ça, c'est un champ de recherche aussi. Mais aussi, c'est vrai qu'on regarde maintenant on essaie de trouver des algorithmes et des architectures qui peuvent utiliser moins de données, qui a besoin de moins de données, avec des tailles plus petites pour avoir le même type de performance. Et on parle toujours pour l'IA, alors il y a eu cette grande vague via les LLM. Alors je ne sais pas si vous considérez ces nouveaux modèles de raisonnement comme des LLM, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi l'étape d'après si on se projette un peu et qu'on est un peu ambitieux? Oui, donc les LLM, c'est les modèles qui traitent plutôt le langage. Mais on est déjà passé au-delà de cette étape parce que maintenant on a des modèles qui traitent du texte, des images, les vidéos, les choses comme ça. Mais c'est vrai que tous les modèles utilisent un type d'architecture qu'on appelle les transformers. Et ça, c'est une architecture très puissante parce que ça peut passer à l'échelle assez facilement si on compare avec les autres architectures. Mais c'est vrai qu'il y a les limites et ça, c'est très évident. Donc nous, on regarde des autres types d'architectures qui peuvent être utilisés pour les modèles de langage ou des modèles plus généraux. Donc, c'est plutôt l'architecture où on pense qu'il faut aller un peu de trouver des différentes paradigmes. C'est des problèmes de mathématiques presque à ce niveau. Ça. Des mathématiques, oui, des modèles des algorithmes d'optimisation des modèles, des architectures aussi. Donc, oui, c'est vraiment ça. Il nous reste 30 secondes. Je ne sais pas si vous avez un petit mot de la fin, éventuellement.
Ou sur un projet que vous êtes en cours et que vous aimeriez bien voir émerger bientôt peut-être? Les projets du futur. Oui. Est-ce que vous avez un projet qui va sortir récemment peut-être, que vous nous parler rapidement? Moi, je pense qu'on va. Ce qui est vrai, c'est qu'on va travailler. On a beaucoup d'enthousiasme pour un champ de recherche qui, je pense que ça vient d'être plus connu, qui est les systèmes d'agents qui travaillent ensemble, en équipe, on peut dire. Donc, on pense qu'on va avoir pas mal de prochaines publications. Oui, oui. Merci beaucoup, Naila. Merci bien, François. Merci.